Bonjour Sandra, Hello Soraya, ça va? ça va? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. On est vraiment ravis de t'accueillir, en tout cas pour ce premier live Moi aussi. qui va commencer d'ici 5 minutes. On OK. attend, voilà que tout le monde, rejoigne le live. Tout se passe bien? Tu continues à faire passer des entretiens aujourd'hui? Ouais, ouais, j'avais pas mal de vidéoconf, hein, et du coup, là, je viens juste d'en terminer une, donc c'est parfait, je suis toujours dans le sujet. Ah bah, c'est parfait, c'est parfait. Ouais, ouais, ouais. C'est le quotidien vraiment de la journée. En moyenne, je dois faire, ouais, entre 6 et 8 vidéoconf par jour, donc on enchaîne les CV justement. Ah oui, c'est parfait parce que, là, on aura plein de questions à te poser pour, ça va Ouais, c'est beaucoup cool, j'ai aider. vu qu'il y avait pas mal, d'étudiants qui s'étaient inscrits, enfin de jeunes diplômés. Oui, c'est ça. Parce que là, vraiment, on va surtout se focaliser sur les jeunes diplômés Ouais? et voilà. OK, bah, écoute, pas de souci. Et tu penses que toi, la cible qui travaille avec enfin qui suit, Kingpact, c'est plutôt des gens qui sont dirigés sur le marketing digital ou pas forcément? Pas forcément. Là, c'est le 1er live justement qui est sur ce sujet-là parce que c'était celui, on a été beaucoup sollicités justement pour le marketing digital, mais il y a aussi d'autres domaines aussi qui intéressent. Mais c'est vrai, là, D'accord. on parle et je pense que tout le monde peut nous tout le monde nous entend parler, c'est pas grave. Ah, tu crois? Oui, oui, je pense, oui. Et du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les micros D'accord. et comme ça, dans 5 minutes, après, on va commencer. Je pense que c'est mieux. OK, Ça te on fait va? comme ça. Yes, Ok, on se retrouve parfait. dans 5 minutes alors. Ça marche.
Bon, bah parfait. Du coup, on va commencer. Donc, on est vraiment ravis d'accueillir Sandra Bareil. Donc là, donc je vais d'abord commencer par me présenter et vous allez voir, vous allez en savoir beaucoup plus aussi sur Sandra par la suite. Donc moi, je m'appelle Soraya, je suis la fondatrice de Kingpact. C'est un organisme de formation qui est dédié à la recherche d'emploi et aux entretiens d'embauche. Et donc, c'est notre premier webinar. Et le sujet, le thème de ce live, pardon, c'est comment créer un CV de gagnant web marketing. Parce qu'on a été beaucoup sollicité sur la page Instagram Kingpact par des personnes qui étaient en recherche souvent d'alternance en marketing digital. Et en fait, ce qu'on remarque, en tout cas souvent chez les personnes qui nous contactent par le biais d'Instagram, c'est qu'il y a beaucoup de candidats, de juniors, en fait, qui ne décrochent pas suffisamment d'entretiens et qui pensent souvent que c'est à cause de leur manque d'expérience. Donc ça c'est souvent ce qu'ils pensent, alors qu'une des raisons principales, c'est que leur CV n'est pas en adéquation avec les critères des recruteurs, parce que c'est la première barrière. Et en fait, c'est pour ça que c'est très, très important que les candidats pour des postes en web marketing comprennent ce qui est attendu de la part des recruteurs en web marketing, ce que c'est vraiment de faire un bon CV et pourquoi c'est fondamental. Et donc, c'est pour ça que là, on a la chance d'accueillir Sandra. Sandra, donc merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et donc, Sandra, elle a 15 ans d'expérience en marketing digital. Elle a recruté plus de 180 personnes en 3 ans. Donc, c'est une as du recrutement. Donc, il faut bien l'écouter. Et c'est aussi la CEO du cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers du marketing et du sales digital, Les Pépites. Donc, il y a aussi des offres d'emploi en ce moment que je vous invite à regarder, à postuler, à candidater. Vous aurez la chance d'avoir Sandra en tant que recruteur. Et donc, voilà, donc n'hésitez pas à solliciter Les Pépites si vous êtes en recherche d'un poste en web marketing. Donc, c'est un live donc, qui va durer 1h15. Donc, si on est dans les temps et que tout se passe bien. Et il va se dérouler en 3 parties. Donc, la première partie, Sandra va nous partager ses expériences parce qu'on a envie d'en savoir plus. On a envie d'entrer dans la tête du recruteur Sandra. Et elle va nous expliquer aussi comment elle sélectionne les CV des candidats en web marketing. Deuxièmement, on va rentrer dans le vif du sujet. Et là, on va vraiment détailler chaque rubrique du CV pour comprendre vraiment ce qui suscite l'intérêt des recruteurs comme Sandra. Et enfin, on a une personne qui nous suit sur la page Instagram qui nous a envoyé son CV parce qu'il est à la recherche d'un poste en web marketing et qui probablement regarde ce live aujourd'hui. Et donc, Sandra va corriger son CV et va nous dire ce qu'elle en pense, en tout cas, de ce candidat qui postule pour un premier poste en web marketing. Et à la fin, s'il y a des questions, donc on répondra à vos questions. Donc, merci Sandra. Donc là, on va commencer plutôt par la première partie. Donc, c'est vraiment voilà, d'en savoir un peu plus sur toi. Donc, si tu pouvais déjà commencer par te présenter, nous parler de tes expériences en tant que recruteur de profils en web marketing. Et surtout aussi, ce que j'aimerais savoir, c'est si tu as recruté des profils juniors ou plutôt seniors, voilà, ou un peu de tout. Ok. Eh ben, bonsoir Soraya, bonsoir à tous. Déjà, tu m'as bien présenté dans ton introduction, donc tu as fait une bonne synthèse. Effectivement, avant d'être recruteuse, j'ai travaillé sur les métiers du marketing digital pendant 15 ans, ce qui me permet aujourd'hui de bien connaître ces métiers, les challenges qui sont associés, l'organisation des équipes et du coup, bien comprendre les managers qui sont à la recherche de talents. Et maintenant, ça va faire bientôt 4 ans que je recrute des talents sur les métiers du marketing digital ou des sales digital pour des entreprises qui sont très majoritairement implémentées sur le territoire français. D'accord. Et tu as recruté aussi beaucoup de profils juniors? Alors, ça dépend. Oui, alors il faut savoir qu'une entreprise, quand elle fait appel à un cabinet de recrutement comme les Pépites ou d'autres,
En général, elle exige quand même un certain nombre d'années d'expérience puisque, il y a un coût, significatif à passer par un cabinet de recrutement, on va pas se le cacher. Et du coup, pour elle, c'est quand même plus difficile d'avoir des candidats qui cochent déjà des expériences ou des compétences très concrètes. Donc en général, on nous demande un minimum de 2 ans d'expérience pour les candidats. Attention, des fois, ces 2 ans d'expérience peuvent être incluses dans des alternances ou dans des stages. Donc oui, j'ai déjà recruté des profils juniors sortis d'école, donc des jeunes qui avaient 21, 22, 23 ans. Mais je D'accord. dirais que la moyenne sur mes recrutements, ce sont plutôt des personnes qui ont 4-5 ans d'expérience post-études, donc des gens qui ont un peu moins de la trentaine. D'accord. Bah alors du coup, nous, si ça te va, on va vraiment se focaliser plutôt sur ces profils juniors, ces personnes qui Oui, cherchent un premier CDI, qui ont entre 1 et 3 ans d'expérience. Et oui, du coup, d'accord. Donc là, en fait, on va commencer du coup par cette première partie qui est vraiment d'essayer de mieux comprendre comment tu recrutes. Donc là, la question que j'aimerais te poser, c'est un peu plus sur le processus de recherche pour le recrutement. C'est-à-dire là, en fait, on va te partager. Donc là, tu vois un peu le oui. sourcing, donc les étapes pour sélectionner un CV. Donc si vous arrivez tout savoir. Donc d'abord, alors ça c'est la slide d'après. Hein, enfin, on va pas aller trop vite. Donc la première étape, c'est l'analyse du besoin. Après la définition des profils recherchés, la recherche de profils qualifiés, la présélection et la décision. Donc en fait, ce qu'on aimerait savoir, c'est vraiment, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir chaque phase pour voir vraiment comment tu t'y prends pour rechercher trouver en tout cas le meilleur candidat en web marketing. Donc est-ce que tu peux nous dire comment se passe cette analyse des besoins quand tu recrutes des profils juniors? Oui. Alors bien sûr, avant de rédiger une fiche de poste, moi j'ai un entretien, assez long avec le manager, qui va être, le N+1 de la personne que l'on va recruter. Mon objectif lors de cet entretien, c'est vraiment de comprendre quelles vont être les missions et objectifs concrets de la personne que l'on va recruter, ce qui va nous permettre d'en définir, les compétences à avoir, dans son historique pour pouvoir être éligible sur le poste, potentiellement les outils à maîtriser. Surtout qu'aujourd'hui, en marketing digital, il y a de plus en plus d'outils qui existent sur nos métiers. Donc, est-ce qu'il y en a particulièrement à connaître qui sont vraiment des musts et qui, si on ne les a pas, seront des points bloquants pour la candidature? Également comprendre le contexte de l'équipe qui va aider à déterminer le type de personnalité du candidat qu'on va recruter, puisque moi, j'aime bien souvent faire la comparaison entre le matching entre un manager et un candidat et les relations amoureuses. Parce que, en fait, les candidats, il y a forcément, enfin, tout le monde va trouver chaussure à son pied. Et un candidat qui, par exemple, je ne vais pas qualifier pour un poste parce que je vais me rendre compte que même s'il a des compétences qui vont avec, la personnalité ne va pas forcément matcher avec l'équipe ou le manager, ça ne sera pas un bon candidat pour ce poste. Alors que demain, je pourrais le rappeler 2-3 semaines après ou bien plus tard, parce qu'en termes de personnalité, ça matchera beaucoup mieux. Et vraiment, le savoir-être et le savoir-faire, c'est du 50-50 aujourd'hui dans le recrutement. Quand j'ai commencé le recrutement, j'en étais pas convaincue. Je pensais vraiment que c'était le plus important, c'était les expériences et les compétences. Et si on m'avait posé la question au début de mon métier, j'aurais dit, allez, c'est du 90-10. Aujourd'hui, je dirais vraiment que c'est du 50-50, voire Oui. peut-être plus demain. Mais c'est vraiment super important. Donc pour moi, cette analyse du besoin, elle passe aussi beaucoup par comprendre la façon d'être des managers, des collaborateurs dans l'équipe, pour pouvoir trouver les bons candidats. Donc, c'est D'accord. l'entretien. Et après, je procède à la rédaction de la fiche de poste. Alors, bien souvent, les managers me fournissent une fiche de poste qu'ils ont déjà rédigée en interne. Mais la plupart du temps, je les modifie parce que moi, j'ai vraiment une façon de rechercher très concrète. Tout à l'heure, tu as cité le site, lespépites.com, pour trouver des exemples de fiches de poste. Pour ceux qui iront voir, on voit que c'est vraiment hyper concret. J'essaie vraiment de faire en sorte que les candidats comprennent ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'on va leur demander, avec quels outils, avec quelles personnes. Parce que des fois, on a des fiches de poste qui sont à rallonge, qui sont un peu ennuyeuses et ça donne pas forcément envie de candidater. Donc, l'idée, c'est aussi d'être le plus concret possible pour trouver les bonnes personnes. Tout simplement, c'est de perdre de temps à personne.
Voilà. Et, Et après, on passe et- vraiment à la partie recherche des profils. D'accord. Et du coup, justement, quand tu te mets à rédiger l'offre de poste, on a compris que le savoir-être, c'était très important. Il y a d'ailleurs beaucoup de candidats qui n'arrivent pas à le prouver aussi en entretien, mais ça, c'est un autre sujet. Mais quelles sont les compétences clés, par exemple, que toi, tu recherches chez un junior en web marketing, une personne qui n'a pas forcément d'expérience? Comment tu fais pour rédiger une offre de poste pour ce type de profil? Bon, alors déjà, je pense que j'aurai jamais de réponse toute faite aux questions parce que le recrutement, c'est tellement dépendant des managers, des équipes, qu'il n'y a vraiment pas de réponse qui sera juste tout le temps. Donc, pour parler avec les choses qu'on me demande le plus souvent pour un junior, je dirais en premier lieu, ça va être la curiosité. Vraiment d'avoir quelqu'un en face qui s'intéresse, qui pose des questions et donc qui posera des questions en entreprise également quand il sera face à des soucis, à des problèmes à résoudre ou à des solutions à aller chercher. La curiosité, je pense que c'est vraiment ce qu'on recherche. En tout cas, moi, ce que je recherche en premier lieu sur les profils juniors, parce qu'un profil qui va être curieux, j'aurais tendance à dire qu'en général, ça va avec la débrouillardise aussi. Et être débrouillard au début quand on rentre en entreprise, même si on a fait un super master et qu'on a des très beaux stages dans des boîtes qui sont réputées être de bonnes écoles, c'est quand même des choses qui permettent d'avancer plus vite et être opérationnel plus rapidement. Donc, ce qui rassure également les recruteurs. Donc, je dirais en un, la curiosité. En deux, la motivation. Ça paraît bête, mais vraiment, Soraya, je peux t'assurer que dans un entretien sur trois, tu vois pas forcément la motivation chez les candidats. C'est-à-dire, alors je vais pas dire qu'ils arrivent déprimés hein, et qui sont tristes, mais ça peut être un peu monotone. Alors que voilà, moi je leur parle comme je suis en train de te parler actuellement. Enfin, c'est vraiment en mode conversation. Et je trouve que quand on sent vraiment des candidats qui sont motivés, surtout sur les profils juniors, où tu dois encore faire tes armes, tu dois montrer ce que tu as dans les tripes et qu'est-ce que tu as envie de faire, c'est aussi une des qualités qu'on va aller rechercher chez ces profils-là. Donc, Et curiosité, juste, motivation. Et après, franchement, le troisième, je dirais que moi, ça sera lié à ma façon de travailler, mais c'est vrai que j'aime bien voir des candidats qui sont structurés, organisés, parce que souvent, quand on est junior, bah, on n'a pas encore beaucoup d'années d'expérience, donc c'est normal. Et de voir qu'on a quelqu'un qui est organisé en face de soi, qui prend des notes, qui te parle de sa façon de gérer ses projets, de gérer les interlocuteurs et que tu sens qu'il est bien structuré, c'est aussi rassurant de te dire, bah, quand je vais le présenter à mon client, il va aussi être rassuré pour la gestion de ses projets à ce niveau-là, puisque la rigueur, c'est quelque chose qui s'apprend aussi en travaillant, mais je trouve que c'est des qualités qui sont importantes à démontrer au démarrage. alors justement, parce que là, on est à la phase du CV. Donc, par exemple, quand tu dois définir enfin, trouver les bons profils, comment tu fais pour savoir si ces profils, par exemple, là, tu m'as parlé beaucoup de savoir-être, de curiosité, de motivation, mais quand tu recherches des profils sur LinkedIn, par exemple, c'est difficile à savoir. Donc, comment tu fais en fait pour le remarquer et contacter les bons, on est à la deuxième phase, les bons profils justement, Ouais. alors que tu les as même pas entendus parler. Oui, alors très clairement, quand on est dans la phase de sélection des profils, on peut très souvent pas faire intervenir la partie savoir-être, sauf si, et des fois ça m'arrive, des candidats ont mis en évidence, soit sur leur CV ou sur leur page LinkedIn, un blog, une page Insta à moitié professionnelle, à moitié pro. Des fois, j'en ai qui postulent en vidéo. Moi, en tout cas, c'est possible sur mon site aussi. Donc, franchement, quand il y en a qui font l'effort, et franchement, je critique pas ceux qui le font pas parce que je pense que c'est pas un exercice facile. Je sais pas si moi je le ferais si je devais postuler sur un poste, mais il y a des moyens d'expression aussi sur la partie savoir-être. Mais globalement, quand on est vraiment sur le ciblage des profils sur LinkedIn, on est très clairement sur des critères qui sont liés aux compétences et aux expériences. Donc moi, j'utilise l'outil LinkedIn Recruteur, RPS, Mhm. qui est un outil qui est réservé aux recruteurs, qui est assez poussé en termes de filtres et qui permet vraiment d'aller chercher des mots-clés sur les pages des candidats, qui permet d'aller interroger le type de poste sur lequel ils ont déjà travaillé, d'interroger les dates de sortie de diplôme
également, puisqu'on a des critères qui sont totalement interdits sur LinkedIn, donc qui n'existent pas, comme le sexe. Normal, hein, on ne peut pas le dire je veux que des filles ou je veux que des garçons. L'âge, également, on n'a pas ce critère sur LinkedIn, on ne peut pas dire que je veux que des jeunes ou que des vieux. En revanche, on a le critère quand même de sortie de diplôme, qui, mine de rien, est un petit peu lié à l'âge, bien qu'aujourd'hui, tu as des gens qui reprennent des études, donc au final, tu peux mettre je veux quelqu'un qui ait terminé son diplôme en 2019 et te retrouver avec des personnes qui ont 45 ans. Mais c'est le jeu, j'ai envie de dire, et je pense qu'il ne faut pas aller chercher par l'âge, de toute façon, les ressources. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment sur des critères objectifs d'expérience et de compétences sur LinkedIn, d'où l'importance d'avoir une page LinkedIn qui soit bien préparée par rapport à sa recherche de job. Et tu as t'as des candidats qui sont juniors qui te contactent sur LinkedIn, qui t'envoient leur CV, par exemple. Est-ce que tu recommandes cette Oui. approche? Oui. Alors, moi, je suis contactée tous les jours par des jeunes diplômés, en message privé notamment ou en email, avec des CV. Alors, très honnêtement, pour tout ce qui est candidature spontanée, moi, je peux pas les gérer, puisque en Ouais. fait, j'ai beaucoup de recherches en cours, donc je peux pas me permettre de voir des gens qui postulent pas sur les postes sur lesquels je recrute. Donc, je les invite à regarder la liste de jobs que j'ai à pourvoir et je leur dis de postuler directement s'il y a un job qui les intéresse, ou alors de renseigner pour rentrer dans le vivier et rentrer en candidature spontanée. Mais c'est vrai que nous, les recruteurs, je pense que c'est quasiment impossible de pouvoir traiter des candidatures spontanées sur LinkedIn parce qu'on reçoit trop de messages. Moi, par jour, je dois recevoir une centaine de messages, plus Bah tous oui. les entretiens que je mène. C'est pas possible, en fait, Ouais. de faire un feedback vraiment détaillé sur une candidature. Et après, du coup, justement, donc là, quand tu passes à la phase de présélection, c'est le moment crucial pour tous les candidats. C'est le Oui. moment où tu analyses du coup les CV. Justement, une question que je me pose, tu traites combien de candidatures par jour en moyenne? Je pense que par jour, je reçois, ben, en ce moment, je dois avoir entre 15 et 20 offres à pourvoir, plus la candidature spontanée. Je pense que je reçois entre allez, 70 et 100 candidatures par jour sur toutes les offres. Euh, c'est beaucoup. Du coup, c'est vrai Ah qu'on a ouais. une méthode de lecture assez rapide des CV. Et puis, moi, je mets en place pour toutes mes offres des questionnaires de présélection aussi, qui me permettent de cibler aussi sur les critères que m'ont donné mes clients. Donc, tu as vraiment des réponses à donner qui sont précises sur ton expérience. Après, mon objectif, c'est pas de mettre une tonne de questions pour les candidats, parce que je sais que c'est long. Et quand on recherche du travail, on n'a pas envie de répondre à des questionnaires qui durent des heures. Donc, ça dure à peu près 5 minutes, moi, les questions de présélection, mais elles sont fondamentales. Et c'est vrai que des fois, j'ai des candidats qui m'écrivent en direct en me disant ah, j'ai vu ce post, tu as posté ça sur LinkedIn et tout, ça m'intéresse, voilà mon CV. Et en fait, je lui dis je peux pas. En fait, je peux pas prendre ton CV par ici. Il faut vraiment que tu postules sur le site parce que j'ai des questions de présélection et je ne vais pas te les poser une par une dans LinkedIn. La chose est faite pour ça. Ben Donc, la oui. grande majorité, hop, il n'y a pas de souci, ils vont postuler en direct. D'autres me disent bah oui, bah j'irai peut-être ou j'ai pas forcément le temps. Bon bah dans ce cas-là, malheureusement, on est sur un marché qui est tellement tendu aujourd'hui que moi je peux pas me permettre de traiter directement sur LinkedIn. Donc je demande vraiment aux candidats s'ils sont motivés de passer par le formulaire. Est-ce que tu t'aides d'outils aussi qui trient automatiquement les CV? Est-ce que tu as des outils? Parce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui utilisent des ATS Oui. qui trient automatiquement les mots-clés les CV par mots-clés. Est-ce que tu en utilises aussi? Alors j'utilise un ATS en effet qui s'appelle Recruity, qui est un très bon ATS du marché. Très honnêtement, moi j'ai désactivé la plupart des options d'automatisation des tris. La seule chose que j'ai demandé en fait à Recruity, c'est qu'il me sorte automatiquement l'email, le numéro de téléphone, la page LinkedIn. Parce que tout le Ah oui. reste, je préfère l'évaluer même les mots-clés qui ressortiraient le plus souvent. Après, c'est ma méthode, hein. Il y a probablement des recruteurs qui préfèrent utiliser ça. Moi, perso, j'estime que je suis capable de lire un CV et qu'au contraire, j'aime tester la capacité de synthèse des candidats et du coup, voir comment ils ont présenté les choses et si c'est cohérent et si ça donne envie d'aller plus loin. Donc, je ne vais pas plus loin que ça avec les options d'automatisation de l'ATS. Et justement, alors tu as sûrement dû entendre parler de cette statistique qui dit qu'un recruteur analyse un CV en 8 secondes. Est-ce que c'est vrai ça? Moi, on m'avait dit 17 secondes. Après, moi, très honnêtement, je pense que c'est vrai.
Ouais. Heu, je pense que, ouais, en général, on va assez vite. Mais après, en fait, on sait ce qu'on cherche. Mmh. Je sais ce que je cherche, donc un CV, déjà, enfin, on en parlera tout à l'heure des CV, c'est hyper important. Ouais. C'est vraiment le teaser, c'est la carte d'entrée, donc c'est ce qui doit t'amener à décrocher un entretien. Donc, faut pas tout mettre, faut que juste ça donne envie d'aller plus loin. Mais oui, je pense que tu as raison. À mon avis, c'est entre 10 et 20 secondes maximum. Et justement, alors, tu m'as dit que tu reçois quand même beaucoup, beaucoup de CV. En plus, c'est super parce que tu les lis tous, donc voilà, quel courage. Mmh. Et du coup, ma question, c'est que quand tu te mets à analyser les CV, comment tu prends ta décision? Comment tu prends ta décision pour savoir qui tu vas inviter en entretien? Donc, toujours pour un poste de junior en web marketing. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, ah oui, je vais sélectionner cela? Bon, déjà, rappelle-toi que j'ai mes questions de présélection qui vont m'aider aussi à Oui, arbitrer, donc il y aura pas que le CV. bien sûr. Après le CV, alors il y a des détails, hein, qui vont te paraître être, d'une évidence, mais honnêtement pour, voir des écueils tous les jours, je me permets de les rappeler, mais l'orthographe, franchement, je te dirais qu'il y a un CV sur 5 ou ouais, sur 5 sur les jeunes diplômés où franchement tu rencontres des fautes d'orthographe très fréquemment, plusieurs lignes du CV et ça pour moi, c'est assez rédhibitoire, sauf si je suis vraiment sur un poste, où je sais qu'il y aura pas du tout besoin d'expression écrite, mais c'est assez rare, hein, de nos jours, même dans le Ouais, digital. ben oui, ouais, complètement. Après, je vais vraiment aller chercher les CV. Alors moi, je préconise et surtout pour les profils juniors, des CV en 1 page. Encore des fois, je vois des CV en 2 pages ou 3 pages. Honnêtement, ça n'a pas lieu d'être, surtout, quand on démarre sa carrière. C'est important. Donc après, je dis pas que je vais éliminer quelqu'un parce qu'il a un CV en 2 pages, hein, ce serait pas vrai, mais quand on se verra en visio, je lui dirais qu'il faut absolument qu'il le synthétise pour pouvoir, présenter sa candidature à mon client. Je vais faire très attention à l'orientation, en fait, du CV, l'axe, directeur qui est donné par le CV. Donc quel est le job recherché? Quel est le titre du CV? Et après, en quoi, il y a une adéquation entre les expériences et le job recherché. Franchement, les diplômes, je regarde très, très peu parce que je pense que quand on a moins de 20 ans, c'est hyper difficile de savoir ce qu'on veut faire. Donc franchement, des fois, j'ai des clients qui me disent: «Je veux absolument un bac+5». Donc bon, je vais regarder s'ils ont fait un bac+5 et des fois quand j'ai des bachelors, licences, bah, je les reçois quand même parce que si j'ai l'impression qu'ils ont des expériences intéressantes, je me dis: «Bah, s'ils sont, intéressants, j'essaierai de convaincre mon client qu'il faut les rencontrer. C'est pas parce qu'ils ont pas eu leur master qu'il faut les éliminer». Donc vraiment après, je vais aller regarder dans la partie expérience et compétences et c'est pour ça que j'aime bien que les compétences soient bien mises en avant de façon rapide parce que comme tu l'as dit, on lit vite un CV donc si pour nous, c'est une vraie aide quand on a cette colonne, compétences qui est visible rapidement. Et justement, ça c'est intéressant ce que tu dis parce que les profils juniors, souvent, ils n'ont pas toutes les compétences requises, ils n'ont pas non plus les expériences requises. J'ai eu il n'y a pas longtemps une cliente qui avait fait uniquement des jobs d'été, qui cherchait une alternance en web marketing. Mais voilà, donc c'est un peu comment peuvent faire en fait, quelle est la solution pour ces personnes en fait? Alors quand tu es vraiment, donc en niveau, par exemple, tu rentres en master enfin, tu es rentré en master 1, tu cherches ta première alternance et que tu as pas encore d'expérience, en effet, tu as fait des petits jobs d'été. Là, alors je t'avoue que moi, j'ai jamais été confrontée à ce cas-là puisque je recrute sur des CDI et pas sur des alternances et des stages. Mais j'aurais tendance à penser que dans ce cas-là, il faut essayer de mettre en avant, tout ce qu'on a appris sur la partie, formation. En tout cas, les cours qui sont en adéquation avec le type de formation, de job que l'on va rechercher en alternance. Hem, c'est difficile ce que tu me dis parce qu'en gros, c'est quasiment un CV vide en termes d'expérience, liée au job. Donc, Complètement. je pense qu'il faut être le plus carré possible sur la présentation de soi, vraiment une bonne phrase d'accroche en intro, quelque chose qui soit hyper propre hein, et puis essayer de donner, et de décrire ses expériences, même si c'est des petits jobs d'été, en montrant qu'on a réussi à avoir des résultats concrets, la satisfaction de son manager de l'époque ou de ses clients, pour que ce soit concret et un peu rassurant pour le futur employeur. Et justement, à cette phase, cette cruciale,
de présélection. Est-ce que ça t'est arrivé de sélectionner un CV d'un candidat qui avait pas forcément les compétences et les expériences et de te dire, «Ah mais il y a quelque chose», je sais pas, de quand même sélectionner ce candidat pour le faire passer un entretien, qu'autre chose et voilà, a suscité ton intérêt, Bah, franchement, ça m'arrive tous les jours, hein, de prendre honnêtement, alors qu'il y a aucune compétence demandée, non, ça m'est jamais arrivé parce que là, ce serait quand même, bizarre et puis, je suis quand même payée par mes clients pour leur trouver des Bah candidats qui oui, correspondent à leurs critères. Donc si je prends un candidat qui a aucun des critères qui est demandé, bon, je pense que je m'égare. En revanche, valider en visio et les recevoir en entretien, des candidats qui cochent pas toutes les cases, voire qui cochent que la moitié des cases, vraiment, ça m'arrive tous les jours. Je le fais pas avec tous les candidats, bien sûr. Déjà, 1, j'ai pas le temps et puis 2, encore une fois, il faut que je me concentre bien, que je sois efficace. Mais en fait, quand je vois qu'un CV est percutant et proprement, présenté, donne envie d'y aller, a de bonnes accroches, je vais souvent voir la page LinkedIn, quand je suis en doute et quand je vois que la page LinkedIn, elle est propre également, qu'il y a des recos, ça pour moi, ça joue vachement. Je sais qu'il y a des gens qui me disent: «Ah mais tu sais les recos, c'est facile à avoir, il suffit de demander». Non, non, c'est pas si facile à avoir parce que les gens, mine de rien, ils engagent leur réputation à donner des recos sur LinkedIn. Ils sont pas obligés de le faire. Donc, pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée quand je vois des recos, surtout sur les profils juniors, parce que c'est rare, hein. Honnêtement, oui, 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 je fais attention à ça et c'est des éléments qui jouent en la faveur du candidat. OK. Et du coup, là, au moment, enfin, donc là, tu sélectionnes les CV et donc j'imagine que le ratio t'en prend peut-être 5, non, sur 70, je sais pas si je me trompe, en moyenne peut-être. Ouais, par jour, je vais en Voilà, sélectionner, ouais, entre, ouais, comme tu dis, 4 voilà. et 8. Mmh. Et du coup, les 65 autres personnes, on va essayer de penser à eux. Ouais. Justement, est-ce que souvent, voilà, ils disent j'ai pas de retour des recruteurs, donc c'est ces 65 autres personnes qui n'ont pas été sélectionnées. Est-ce que tu recommandes à ces personnes de quand même contacter les recruteurs, de les relancer, de les appeler ou bien de juste de ne rien faire du coup? Bon, alors déjà, ces personnes ne devraient pas avoir à faire ça, honnêtement. Et moi, c'est pas de la langue de bois. Moi, je réponds à tout le monde parce que j'ai été à la place des candidats et pour rien au monde, je ne ferai pas de réponse. Même des fois, je reçois des CV qui sont de pays ultra exotiques sur des métiers sur lesquels je recrute pas, genre mécanicien. Je réponds quand même en disant je recrute pas sur ces métiers. Désolé, bonne chance dans tes recherches. Donc, déjà que ces personnes, elles se sentent pas en situation genre d'infériorité ou mince, qu'est-ce que je devrais faire? C'est pas normal. On devrait leur répondre. Voilà, donc déjà, D'accord. c'est elles qui sont pas, c'est pas elles qui sont à blâmer. On n'a pas de réponse. Malheureusement, c'est souvent le cas, j'ai l'impression, puisque on me le dit souvent. Quand on n'a pas de réponse, je pense que oui, on peut relancer le recruteur. Pourquoi pas? Attendez, on a quand même fait la démarche de postuler, d'envoyer son CV, la plupart du temps d'avoir rempli un questionnaire de présélection. Donc, on est en droit d'attendre une réponse. Donc, relancer le recruteur, bien sûr. Pour que ce soit efficace, parce que le but, c'est pas d'aller braquer le recruteur qui va dire qu'il est débordé, qu'il n'a pas eu le temps de répondre. Pour que ce soit efficace, je pense que c'est d'essayer de faire une relance qui sera un petit peu différente de la candidature initiale. Si la candidature initiale a nécessité un texte d'intro ou un texte pour définir ses motivations, bah, de relancer sur un autre aspect ou de dire, bah voilà, je vous ai envoyé ma candidature il y a 4 jours. Je sais pas moi, sachez que j'ai atteint tel résultat, ça pourrait vraiment intéresser votre client ou ça pourrait vous intéresser vous. En tout cas, j'ai envie de vous rencontrer, d'être un petit peu plus direct, peut-être pour essayer d'avoir une réaction. Ça a Si, marché pour toi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, justement, qu'un bah, moi, candidat te franchement, relance et tu l'as on me relance pas parce que je réponds toujours. Donc, ah, des d'accord. fois, en revanche, quand je réponds et je réponds non, on me dit: «Ah mais non, mais en fait, je suis sûre que je corresponds au job, est-ce que tu peux pas revoir ma candidature?» Alors, franchement, je ressors toujours parce que quand je réponds, je fais une réponse standard, hein. Très honnêtement, j'ai pas le temps de dire pourquoi, j'ai pas retenu la candidature. Mais si la personne m'interroge, donc je vais reprendre sa candidature et la plupart du temps, je reconfirme, que je pourrais pas l'avoir parce que bon, a priori, c'est rare que je revienne sur ma décision. Après, je suis pas à l'abri de me tromper, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois.
Et dans ce cas-là, d'ailleurs, j'ai un garçon qui postulait sur un poste de chef de projet e-commerce à Lyon il y a 3 ans maintenant. Et j'avais refusé sa candidature parce que son intitulé de poste me parlait pas du tout, en fait. C'était pas du tout standard ce qu'il avait mis. Et je lui avais dit non, non, non. Donc il m'a répondu ah non, mais moi je suis sûre que ce job est fait pour moi, je corresponds à. Donc j'avais ressorti et je lui avais dit mais non, mais regarde ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas ça et tout. Mais si, exactement, c'est ce que je fais. Hein. Bon. Et je lui ai dit bon, bah faisons une visio, on va éclaircir les choses. Et quand on s'est parlé, bah, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était exactement ce que je recherchais. Mais en fait, son intitulé de poste, il avait repris vraiment ce qui était sur son contrat de travail, qui n'était pas forcément les libellés qu'on utilisait sur le marché. Donc moi, j'avais pas compris, j'avais lu vite. Et du coup, il a bien fait d'insister. Mais en même temps, il a insisté de façon aussi hyper intelligente, avec le sourire, les smileys, enfin, tu vois, en disant non, mais je pense vraiment que non, il s'est pas braqué. Moi, je me suis pas braquée non plus. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, il a peut-être raison, bah, parlons-nous, en fait. Et c'est vrai que des fois, ça peut être dur de reconnaître qu'on s'est trompé. Donc, je pense qu'il faut essayer d'y aller vraiment de façon sans être agressif avec le recruteur, encore une fois, dans un souci d'efficacité en disant bah non, mais j'y crois vraiment, j'ai fait ça, ça, ça. Est-ce qu'on peut se parler pour voir et avancer? Et ça peut vraiment marcher. Mais je pense qu'il faut du coup tourner les choses de façon différente par rapport à la première fois. Il a été recruté au final, ce Oui, candidat? il a été Voilà. recruté et aujourd'hui, il est Ah bah, devenu voilà. patron de l'agence et je travaille avec lui pour lui recruter des personnes. Donc tu vois, c'est une belle histoire. Hein. Ah bah, c'est une très, très belle histoire, voilà, comme quoi Ouais, et du coup, pour conclure cette partie, on va passer à la deuxième partie. ouais. Si tu devais donner des conseils, parce que là, il y a des juniors qui nous regardent, surtout, si tu devais leur donner des conseils, voilà, des candidats qui n'ont pas d'expérience en web marketing, qui ont fait des jobs d'été ou bien des stages qui sont pas, voilà, pas forcément très pertinents, en tout cas pour un poste en web marketing, qu'est-ce que tu conseillerais à ces candidats pour améliorer leur CV et susciter ton intérêt? Bah, je leur conseillerais déjà probablement de suivre les conseils dont on va parler tout à l'heure sur le CV pour avoir un CV vraiment impactant, nickel, qui soit super vendeur et d'essayer de toucher directement le manager, à la fois le manager métier, le manager RH, par d'autres biais. Parce que se contenter, et encore une fois, c'est pas péjoratif, hein, parce que moi aussi, au début, je faisais que comme ça, mais d'écrire juste à l'annonce, à l'adresse contact RH, ça suffit pas. Je pense aujourd'hui, en fait, avec l'émergence du digital, aujourd'hui, l'accès au manager est beaucoup plus facile, notamment via LinkedIn. Donc, ne pas hésiter à se prendre un abonnement à LinkedIn Premium pendant 1 mois à 29 €, sachant que des fois, il y a des offres où on peut avoir 1 mois gratuit, et écrire en direct un email au manager en disant j'ai envoyé ma candidature, je suis super motivée, j'ai pas encore une grande expérience, mais c'est pour ça que je veux faire mon alternance avec vous, j'ai vu les enjeux de la boîte, enfin un truc super personnalisé et un CV du coup qui est propre et qui va suivre un peu les conseils qu'on va donner juste après. Ok. Ben voilà, vous avez entendu du coup les conseils de Sandra, c'est possible. Voilà. Oui. Il faut juste un peu d'audace et un peu Ouais. voilà et savoir écrire un message impactant surtout. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie. Donc là maintenant, Sandra du coup prend sa décision. Du coup, elle sélectionne les CV. Et donc nous, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va vraiment décomposer cette phase. Donc cette phase de présélection. Et on va essayer de comprendre quels sont les éléments les plus importants à faire figurer sur le CV pour un poste en web marketing. Alors, la question, c'est, tu as analysé quand même beaucoup, beaucoup de CV, donc tu as beaucoup d'expérience. Selon toi, quelles sont les erreurs communes que tu retrouves régulièrement sur les CV des candidats en web marketing et qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi qui fait que tu te dis, alors je sais que c'est des fautes d'orthographe, et ça je suis d'accord avec toi, il doit y avoir aussi autre chose. Si tu peux nous raconter un exemple, parce qu'on aime bien les exemples, nous, c'est toujours intéressant de savoir un Ouais. peu. Et donc, voilà, quelles sont les erreurs communes que tu retrouves et qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi? Je dirais que les 2 écueils principaux que je vois sur les CV, le premier, c'est des CV qui sont beaucoup trop lourds, beaucoup trop chargés en informations. Et du coup, alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc moi j'avais en tête 17 secondes en moyenne. Toi, tu me dis 8 secondes. Bon, dans tous les cas, c'est très peu. C'est très court le temps qui est passé à lire un CV. Dis-toi, enfin, je pense que le candidat doit se dire voilà, je prends mon CV,
je me le garde sous les yeux pendant 8 secondes ou 10 secondes. Qu'est-ce que je vais retenir? Et la plupart des CV sont tellement chargés que du coup, en fait, plutôt que ce soit le candidat qui fasse cet effort de présélection de l'information qu'il veut présenter au recruteur, bah, s'il nous envoie un CV super chargé, bah, en fait, c'est moi hein, qui vais faire l'effort de sélectionner ce que je vais lire. Donc, mon œil va choisir ce qu'il a envie de lire à la place du candidat. Donc, ça se trouve, je vais lire des trucs qui sont pas très intéressants, que le candidat, s'il avait le choix, il aurait dit, mais non, mais en fait, j'aurais préféré qu'elle lise pas la partie sur tout le paragraphe sur le fait que j'ai appris l'espagnol en Argentine pendant X mois, etc. J'aurais préféré qu'elle lise que mes 3 compétences clés, c'était les newsletters, le community management et Google Analytics. Et en fait, je l'ai pas lu. Donc, la première chose, c'est vraiment sélectionner les informations que vous voulez qu'on lise, puisque de toute façon, il ne faut pas rêver, on n'aura pas beaucoup de temps à passer sur ce CV, donc autant que ce soit vous qui choisissiez ce qu'on va lire plutôt que nous, parce qu'on va Ouais. mal choisir. Ça, c'est super Ouais. important. Et vraiment, la plupart des CV sont trop chargés, et même sur les jeunes diplômés, ce qui est assez contradictoire, parce que par définition, ils n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Mais je crois que voilà, on essaye de mettre un maximum aussi d'informations en se disant ah peut-être que ça va compter ou ça ou ça ou ça. Non, le CV c'est un teaser, c'est ce qui doit donner envie d'aller en entretien. Donc vraiment, faut que vous vous disiez qu'en 15 secondes, on a compris et retenu le message principal. D'accord, mais quand tu dis chargé, tu parles chargé d'informations inutiles? Parce que s'il est chargé d'informations utiles, ça va, non? Non plus. Non, 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 non. Ah bon? Non, parce que je dirais même pas que c'est inutile. En général, les informations, elles sont pas futiles, c'est des informations qui ont du sens et je comprends pourquoi elles sont sur un CV, mais en fait, ça sert à rien d'en mettre trop parce qu'on va le lire en une dizaine de secondes. Donc, en une dizaine de secondes, l'œil et le cerveau sont pas capables de lire 3 lignes de formation, plus une expérience avec 6 lignes, plus une deuxième expérience avec 6 lignes, voire une troisième, plus une colonne de compétences, plus des passions. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment sélectionner et faire en sorte que ce soit pas chargé, que ce soit épuré. D'accord. Parce que souvent, en fait, alors, chaque recruteur a vraiment sa façon de sélectionner les CV parce qu'il y en a certains qui disent au contraire que les CV ne sont pas suffisamment chargés. Par exemple, quand un candidat écrit rédiger une newsletter, c'est intéressant de savoir plutôt rédiger une newsletter, mais combien, quelle fréquence, avoir un peu plus d'informations pour se démarquer, mettre des chiffres peut-être. Chose que font pas souvent les candidats. Pardon, ils mettent gérer le réseau social Instagram. Mais quand on ne sait pas, voilà, Ouais, combien ouais. d'abonnés, etc., peut-être qu'il faut. Est-ce que c'est utile de donner ces informations, peut-être? Oui, bien sûr, non, mais tu as raison. En fait, ce que je veux dire, c'est que je pense que sur une expérience, il faut avoir 3, 4 maximum bullet points, mais vraiment 4 maximum, hein, idéalement 3, qui vont être les 3 ou 4 résultats les concrets, les plus pertinents à mettre en avant sur ton CV. Donc, par exemple, moi, quand je lis rédiger une newsletter, je vais me dire, OK, bon, il a déjà travaillé sur une newsletter. Je préférerais qu'il me mette euh, envoi de 4 newsletters par semaine sur une base de données opt-in de 200 000 emails périmètre France-Europe. Ça tient sur une ligne, c'est un bullet point. Deuxième bullet point, création du programme de fidélité, résultat, plus 30% de clients fidèles. Troisième résultat, voilà. Donc, tu as raison, des choses très concrètes, du chiffre un maximum quand c'est quantifiable, mais pas plus de 3 en fait. Parce qu'après, l'œil ne lit plus, ne suit plus, on préférera de toute façon passer à autre chose sur le CV. Donc, c'est vraiment se dire, sur toutes mes expériences qui sont significatives et que je veux mettre sur mon CV, quels sont les 3 résultats concrets les plus intéressants que je veux signaler à mon futur manager. D'accord. Mais par exemple, si un candidat a une expérience professionnelle, mais qui n'est pas vraiment liée au même marketing, il a été en marketing, mais il a fait autre chose. Il n'a pas fait de marketing digital, mais il postule en marketing digital. Est-ce qu'il doit quand même essayer comment il peut faire pour valoriser son expérience? Tu veux dire, par exemple, il a bossé, je sais pas, en restauration ou en vente? En vente, oui, par exemple.
en vente, bah, de toute façon, il va pas mentir. Donc, imaginons qu'il ait fait de la vente en boutique, chez SFR ou autre. Je pense qu'il y a quand même des choses à sortir, tu vois. C'est traitement de 15 clients par jour, augmentation, enfin, upsell des commandes de 10%. Il faut quand même essayer de sortir des résultats qui montrent qu'on est quelqu'un d'efficace et qu'on a des résultats et du coup qu'on a atteint ses objectifs, même si le poste précédent n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce qu'on vise. De toute façon, une entreprise qui va chercher des alternants à niveau Master 1, bah, elle est consciente aussi qu'elle n'aura pas des gens qui auront fait des stages, des gens, par exemple, en marketing digital. Donc, mais c'est quand même, je pense que sur tous les jobs qu'on a pu faire, et franchement, moi j'en ai fait plein aussi, entre le McDo, le recensement, Leclerc à la caisse, etc., tu es capable de ressortir des choses qui pourront te servir dans ta vie professionnelle, que ce soit en relation client, en chiffre d'affaires, en vente. On peut toujours essayer de les exprimer de façon concrète. Et justement, dans la rubrique formation, donc toi, tu nous as dit que voilà, tu vas pas forcément recruter des candidats qui viennent des meilleures écoles, que voilà, c'est pas une rubrique qui est très pertinente pour toi. Mais souvent, les recruteurs, justement, ils privilégient les candidats qui viennent d'écoles, je sais pas, spécialisées en marketing digital ou des grandes écoles. Donc, selon toi, comment peuvent faire les candidats qui ont été en université pour se démarquer? Parce que toi, peut-être tu fais comme ça, mais souvent, les autres Ouais. recruteurs privilégient les autres écoles. Donc, quelqu'un qui a fait l'université, comment il peut se démarquer par la rubrique formation? Non, mais c'est un bon point. C'est vrai que moi, je regarde beaucoup moins ça parce que comme je sélectionne plutôt des profils qui ont 3, 4, 5 ans d'expérience, on regarde moins la formation parce qu'on va plus regarder ce qu'ils ont fait déjà post-études. Donc, c'est moins important quand même. Pour les candidats qui viennent de la fac, et merci, il y en a, et moi, je viens de la fac aussi, donc je soutiens à fond ces étudiants que je trouve Moi aussi. pragmatiques, autonomes. Ouais, c'est bien. Je pense que tout simplement, il faut, de toute façon, il faut le nommer dans son CV, marquer sa fac, son diplôme et tout. Après, moi, je suis pas trop pour détailler. Je vois que des fois, certains candidats juniors le font, détailler le programme des cours. Donc, mettre la majeure. Donc, oui, j'ai fait une majeure en marketing digital, en e-business, ok. Mais après, de là à marquer l'intitulé du mémoire, les cours suivis, bon, moi je trouve que c'est trop. Mais après, peut-être que je me trompe, puisque, encore une fois, je recrute pas pour des alternances ou très rarement pour des premiers jobs. Donc, je voudrais pas induire en erreur les personnes qui nous écoutent. D'accord. Et du coup, toujours maintenant, on est toujours dans le contenu, hein, on parlera du format après. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a des mots-clés à faire figurer impérativement sur le CV? Parce que ça, moi, souvent, quand je rencontre des candidats qui sont à la recherche d'un poste en web marketing, ils me disent oui, je sais qu'il faut mettre ce mot-clé. Parfois, ils mettent le mot-clé en blanc qui cachent sur le CV parce qu'ils disent mon CV il va être sélectionné, du coup j'ai mis HEC en blanc. Oui, ça arrive, hein, on m'a déjà dit ça, mais c'est assez fou. Et du coup, Ah est-ce que oui. tu penses qu'il y a des mots-clés à faire apparaître, par exemple Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics? Est-ce que selon toi, il y a des mots-clés impératifs? Bah, en fait, la question, elle est, enfin, pour moi, c'est de la logique, c'est-à-dire, si tu vises un poste, par exemple, en search, donc avec du Google Ads, bien entendu, il faudra faire apparaître Google Ads, les Google Analytics, SIA, etc. Maintenant, il faut vraiment que ce soit lié au job. Ce que je dis souvent aux candidats, c'est que de toute façon, on a un CV par job. C'est-à-dire, tu peux pas postuler sur 2 jobs différents avec le même CV, même si les jobs se ressemblent beaucoup. Donc, il faut personnaliser un maximum son CV par candidature. Et à partir du moment où tu postules sur un poste, je sais pas moi, de responsable newsletter, il faut absolument que tu parles le maximum possible de tes expériences sur la partie newsletter, emailing, automatique, fidélisation, etc. Mais du coup, non, dans l'absolu, il n'y a pas un mot-clé ou plusieurs mots-clés à faire figurer sur son CV. L'idée des mots-clés cachés qui seraient lus par les robots, bon, j'imagine que ça doit être utile pour certaines boîtes qui utilisent les ATS avec de l'analyse automatique de CV. Moi, perso, c'est pas du tout la façon dont je travaille. Donc voilà. Et puis, je connais personne, honnêtement, qui travaille comme ça, mais j'imagine que si ça se fait, ça doit exister. Hmm. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que
par exemple, les candidats qui sont juniors, souvent, ils maîtrisent pas Google Ads, Facebook Ads, Google Analytics. Ils l'ont vu en cours seulement. Mais tu nous as dit tout à l'heure que pour toi, c'était important de faire figurer les compétences. C'est ce que tu vois en premier. Mais du Ouais. coup, c'est peut-être quand tu vois un jeune candidat qui a 23 ans ou qui postule à une alternance et il met comme quoi il a des compétences en Facebook Ads, Instagram Ads, est-ce que pour toi c'est important de le mettre parce que ils n'ont pas forcément de compétences vu qu'ils débutent. Donc c'est un peu. Bah, s'ils sont en recherche d'un premier emploi, normalement, dans les expériences de stage ou d'alternance, ils ont dû aborder quand même certaines notions et certains outils. Donc, c'est important de le faire. Après, si on retourne dans le cadre que tu citais tout à l'heure de la première alternance en recherche, donc là, clairement, je comprends qu'il n'y ait pas de compétences encore qui soient mises en avant. Mais à partir du moment où tu rentres en recherche de CDI, c'est obligatoire de mettre en avant des compétences clés que tu auras pu développer dans tes expériences stage ou alternance. Ouais. Et ok, donc ok pour cette rubrique. Donc là, forcément, c'est-à-dire si quelqu'un candidate à une alternance en web marketing, il faut quand même se former en amont, ce qui est logique, parce qu'il faut quand même faire figurer ces outils qu'on a utilisés, même s'ils les ont pas utilisés. Je pense que, après, je sais pas ce que tu en penses, je pense qu'il faut qu'ils se forment aussi en parallèle. Aussi. Oui, ouais, 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 oui. Bah, sachant qu'en plus, par exemple, Google offre des certifications qui sont gratuites, où tu peux C'est suivre ça. les cours en ligne de façon gratuite, être certifié gratuitement. Donc, ça montre aussi, encore une fois, on revient sur les qualités de départ dont on parlait tout à l'heure, la curiosité, la motivation, l'organisation. Euh, Après, je sais que les étudiants, ils sont chargés aussi entre les cours. Souvent, on bosse à côté également, donc c'est pas facile de passer des certifs en plus. Mais ces certifications, mine de rien, elles permettent d'être affichées sur un CV, d'être mises en avant et du coup d'attirer l'œil des recruteurs. Et qu'est-ce que tu penses de la rubrique intérêt? Est-ce que pour toi, c'est une rubrique qui a une importance? Moi, personnellement, je trouve que c'est une rubrique qui est intéressante parce que ça montre la personnalité du candidat. Quand on voit quelqu'un, je sais pas, qui pratique le piano, bah, ça montre que Ouais. c'est quelqu'un de rigoureux, ou bien une personne qui a fait beaucoup de sport, du football, donc ça montre qu'il a l'esprit d'équipe. Mais je me demande si ça a une influence en fait, sur Ouais. la décision du recruteur. Est-ce que ça t'arrive de te dire, ah bon, il a pas trop de compétences pour un poste de junior, mais quand même, il a fait des tournois de basket. Ouais, 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 complètement. Moi, je regarde souvent cette partie et je me rends compte que mes clients aussi. Moi, quand je vois beaucoup les sports collectifs, notamment, parce qu'aujourd'hui, dans nos métiers de marketing digital, même si on travaille beaucoup aussi en remote ou en télétravail, on demande quand même du collectif. Donc, c'est vrai que quand je vois des sports collectifs qui sont mentionnés, ça m'attire l'attention. Également, quand je vois des candidats qui sont montés sur des championnats. Bon, c'est pas tout le monde, hein. Mais quand je vois champion de France junior sur de l'athlétisme, sur de l'escrime, etc., ça m'attire vachement l'attention parce que tu te dis que c'est des gens qui sont persévérants, qui se battent, qui lâchent pas. Ça demande beaucoup d'autodiscipline aussi. Donc pour moi, c'est des points forts. Tu vois, récemment, j'ai recruté une candidate qui était géniale, qui avait un CV qui était normal, mais qui sortait vraiment pas de l'ordinaire, enfin, ouais, de l'ordinaire, enfin, vraiment classique. Et elle avait mis championne de France athlétisme, 400 mètres et je sais plus quoi en équipe. Rien que pour ça, j'ai voulu la rencontrer. Et la fille, elle était géniale. Tu sentais, en fait, tout ce que lui avait appris de l'athlétisme. Et c'est vraiment une star, cette fille. Et elle a été recrutée dans le groupe Accor. Et là, elle commence bientôt. Et pareil, le manager m'a dit, bah, franchement, d'avoir vu le fait qu'elle ait fait de l'athlétisme à haut niveau, ça a signifié aussi beaucoup de choses pour nous. Et après, on l'a retrouvée clairement en entretien. Elle s'est super bien battue parce qu'on l'a challengée sur des choses et on sentait qu'elle remontait la pente, en fait, comme en athlétisme. Donc, le sport, je pense que c'est vraiment top à mettre en avant. L'art aussi, ça montre que ça peut montrer une personnalité ouverte sur les choses créatives aussi. Et j'incite vraiment les candidats, en revanche, à pas être trop généraliste dans les loisirs, parce que souvent, tu vois marqué loisirs, cinéma, sport, voyage. Bon, en fait, ça nous dit rien. Alors que si tu avais mis à la place de cinéma, des fois, j'en ai qui me mettent des choses, mais c'est drôle en plus. C'est passionné par les films d'horreur et pas seulement au cinéma avec ma copine. Ils mettent ça sur leur CV, mais en fait, ça te fait un petit tilt. Euh, et, euh,
Voyage, bah, mais les pays que tu as été, enfin, tu vois, il y en a qui mettent vraiment, j'ai escaladé, je sais plus quel mont en Asie. Waouh, tu te dis quand même, c'est un vrai exploit, ou ils ont été explorer des pays assez exotiques et ça montre quelque chose. T'aimes la musique, mais quoi comme genre de musique? Enfin, moi, je m'en fiche, mais si tu me mets que tu adores la salsa ou tu es passionné de rock'n'roll, je me dis, bah voilà, enfin, c'est vraiment concret. Et mes clients, C'est ça. insiste souvent là-dessus. Donc, c'est hyper important de pouvoir mettre des choses précises quand on les a, bien sûr. On va pas inventer, mais je pense que tout le monde a son monde aussi et est capable de pouvoir mettre une petite touche perso dans cette partie-là. Et en fait, et du coup, je reviens à cette candidate qui était championne en athlétisme, mais elle avait des expériences liées au poste ou pas du tout? Oui, Oui, si, elle en avait quand même, mais si tu veux, elle se démarquait pas forcément de plein d'autres CV que j'avais pu recevoir. Mais d'accord. d'avoir vu ça, je me suis dit: «Ah ça c'est vraiment intéressant, ça change». Aussi, ça doit montrer des choses. Mais si quand même, elle avait le profil quand même pour. Et il faut faire attention aussi parce que la rubrique intérêt, moi, il y a quelqu'un une personne qui recrutait, qui est directeur financier, donc qui recrutait pour son service. Et en fait, il avait fait passer un entretien à un candidat qui avait mis qu'il était fan de Thomas Piketty, qui est un économiste. Et du coup, il a pas de chance. Du coup, la personne qui lui avait passé l'entretien adore Thomas Piketty. Du coup, il lui a posé beaucoup de questions sur ses livres, mais le candidat ne savait rien du tout. Voilà. Ouais, ouais. Donc, et du coup, là, ça l'a complètement décrédibilisé. Donc aussi, je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y en a peut-être qui en font un peu trop aussi dans cette rubrique, alors que voilà, Ouais. ça peut. Non, mais tu as tout à fait raison, il faut que ce soit actualisé. Parce que moi, j'aime bien poser la question, parce que ça m'intéresse en plus. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et quand je vois pratique régulière du rugby. Ah, bah, donc le candidat me dit, bah voilà, là, aujourd'hui, je peux pas. Ah, bah, tu dois aller au rugby. Le rugby? Bah oui, tu as mis pratique régulière sur ton CV. Oh, non, mais ça fait 3 ans que j'en ai pas fait. Ah Ah, d'accord, mais mince. souvent, enfin, ça arrive souvent quand même ça. Donc je pense qu'il faut vraiment être à jour parce que si tu as la chance ou la malchance que ça percute pour le manager, il faut pouvoir suivre aussi la conversation derrière. Ah bah oui, complètement. Oui, ça par contre, les mensonges sur le CV, je pense que ça, c'est rédhibitoire. D'ailleurs, je sais pas si ça t'est arrivé de remarquer un mensonge, en tout cas sur un CV, et d'en faire part au candidat. Ouais, des exagérations, je vois souvent. Exagération sur les responsabilités. Souvent, les gens aiment bien mettre gestion de, pilotage de, alors que bon, c'est quand même du travail d'équipe en général et qu'en plus, sur les profils juniors, en général, on ne confie pas non plus complètement les rênes sur les projets. Donc, je pense qu'il faut savoir rester humble et vraiment noter la participation qu'on a pu avoir. Et ce qui est complètement normal hein, de pas tout tenir. Mais ouais, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'exagération de responsabilité. Après, mensonge pur, bon, je ne vais pas souvent déceler, je passe probablement à côté, mais Ouais. Et du coup, alors maintenant, on a eu beaucoup d'informations sur le fond. On va parler plutôt de la forme. Est-ce que ça oui, joue la forme pour un CV en web marketing? ouais, énormément. Ah oui? Énormément, à tel point que, bon, moi, je fais une première sélection. Déjà, si je vois un CV vraiment catastrophique, des fois, je ne donne pas suite parce que là, je me dis quand même, c'est pas sérieux d'envoyer des CV qui sont pas présentables. Ouais. Heu, Après, des fois, je vois quand même les candidats, quand je vois qu'ils ont vraiment eu des réponses qui sont en cohérence avec ce que je recherche dans le formulaire de présélection, mais quand je les vois en visio, je leur dis: «Oh, tu sais que si le poste t'intéresse, il va falloir qu'on refasse ton CV parce que là, je peux pas le présenter comme ça à mon client. On va pas être, enfin, tu vas pas être retenu pour passer un entretien, quoi». Donc c'est hyper important la forme, puisque, bah, en fait, on se projette à travers le CV en se disant: Bah «Bah, oui. si c'est avec ça qu'il se vend, c'est demain quel type de livrable il va nous donner». Donc c'est hyper important, hein. Tu penses que c'est important surtout pour le web marketing? Non, pour tout. Je Spécifique. pense que Ok. Et par exemple, c'est quoi une bonne forme de CV en termes de couleur, format? Est-ce que par exemple, toi, tu préfères les CV en 2 colonnes ou bien les CV avec des couleurs, les CV sans couleur? C'est quoi un bon CV en termes de format? j'ai pas de réponse toute faite là-dessus. Ma réponse, elle est surtout efficace. C'est un CV sans une page. C'est, comme je te disais tout à l'heure, épuré. En termes de nombre de colonnes, ça peut être 2 ou 3 colonnes, en tout cas jamais sur une page pleine. Je pense que c'est important de dissocier vraiment une partie informative, à savoir bah, qui tu es toi. Donc,
Photo ou pas photo, franchement, j'ai pas d'avis là-dessus. Si tu as envie de mettre une photo, mets-en une, mais à partir du moment où tu en mets une, il faut vraiment qu'elle soit pro. Parce que je vois souvent des photos de vacances recoupées ou des fois, tu as le bras de quelqu'un à côté qui est coupé. Donc, vraiment, pas de photo, pas de souci. Une photo pro. Donc, qui tu es, donc ton nom, prénom, tes coordonnées, donc email, la ville où tu vis, ce qui manque souvent dans les CV. Et ça, c'est hyper important pour nous parce que des fois, on ne sait pas où se trouvent les candidats, s'ils sont en France, sur la bonne région ou pas, s'il va leur falloir déménager pour venir. Ce qui peut être un frein, hein, des fois, pour les recrutements. Donc, autant mettre où on est. Le téléphone, bien sûr, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est hyper important. Un détail, s'il vous plaît, mettre des espaces entre les numéros, puisque quand tu mets les 10 chiffres à la suite, ce qui arrive dans un cas sur 3, bah, quand tu appelles les candidats pour caler des entretiens, bah, tu peux te tromper beaucoup plus facilement quand ils sont séparés. Donc, c'est un détail, mais s'il vous plaît, mettez-nous 5 x 2, c'est beaucoup plus facile à lire. Et le titre du job que tu cherches, vraiment, que ce soit clair, sachant que, comme j'ai dit tout à l'heure, une candidature égale un CV. Donc, normalement, idéalement, coller le plus possible au job sur lequel tu postules. Et une phrase un petit peu vendeuse qui va expliquer ce que tu recherches exactement. Donc, par exemple, je veux être commercial pour une boîte à taille humaine, pour une entreprise à taille humaine dans le secteur de l'agroalimentaire. Vraiment quelque chose de très précis et de court. Des fois, je vois des paragraphes de 7 lignes. Bah, tu vois, avec 7 lignes, fort de mes 5 années d'études en nanan, avec des cours de nanan, je suis quelqu'un de très rigoureux et aujourd'hui, je recherche. Bah là, en fait, les 10 secondes que j'ai sur mon CV à passer, je les ai passées à lire ces 7 lignes qui finalement ont très peu d'intérêt. Je préfère vraiment lire business développeur, je recherche un poste en PME dans l'agroalimentaire. Pam. Ok, j'ai passé que 2 secondes, je peux passer à la suite en fait. Et après, la partie de ce que tu as fait, donc tes diplômes et tes expériences. Pour les jeunes diplômés, on met quand même souvent les diplômes en premier. Je conseille de ne pas en mettre plus que 2, parce que des fois, je vois brevet, baccalauréat, BTS, DUT, Master 1, Master 2. Non. Franchement, je pense que mettre le dernier diplôme et l'avant-dernier, c'est largement suffisant. On n'a pas besoin d'avoir tout le détail. Et les expériences, donc comme on a dit tout à l'heure, même si elles ne sont pas forcément liées au job sur lesquels on postule, la boîte, les dates précises, parce que, et quand je dis précises, c'est avec les mois, parce que souvent on a 2019-2020, donc en fait, tu ne sais pas s'il reste 1 an ou 2 ans, parce que si ça peut être 1 an ou 2 ans, 2019-2020. Voilà. Donc vraiment mettre les mois, entre parenthèses la durée en plus, parce que ça nous évite de faire le calcul, c'est plus facile à lire et encore une fois, on est dans notre exercice de rapidité, donc autant qu'on n'ait pas ce calcul à faire. Si l'entreprise est peu connue, mettre son secteur d'activité et sa taille, puisque il y a quand même beaucoup de gens, et la plupart des gens d'ailleurs, hein, qui travaillent pour des entreprises qui sont des PME ou des TPE. Donc, on ne connaît pas forcément le secteur d'activité. Donc, d'avoir une petite ligne qui explique, je ne sais pas moi, entreprise leader dans la serrurerie pour les particuliers. Hop, au moins, déjà, on sait de quoi on parle. Et entre parenthèses, tu peux mettre 1 million de chiffre d'affaires annuel, par exemple. Ça donne déjà l'idée des enjeux. Et les 3 bullet points de résultats concrets que tu as eu sur cette entreprise-là. Et même si c'est un job étudiant, même si tu as été, comme moi, équipier chez McDo pendant 5 ans, tu peux trouver des choses sur la relation clientèle, le management d'équipe, des performances commerciales, des concours que tu as pu gagner en interne. Enfin, vraiment, il y a des choses très concrètes qu'on peut mettre. Et aussi d'essayer quand même Oui, pardon, excuse-moi. Vas-y. En fait, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, aussi, c'est bien aussi de raconter une petite histoire aussi de son expérience. Quand tu lis l'expérience et que tu vois la mission, saisir les données, et tu es là, mais j'arrive pas à voir vraiment. Raconter une mini-histoire peut-être. Mais Ouais. du coup, je te laisse continuer. Ouais, raconter une histoire en mettant les résultats. Encore une fois, pour moi, mettre des verbes à l'infinitif, c'est pas donner des résultats. En fait, pour moi, Oui. c'est trop, même pas informatif, c'est trop descriptif. Saisir, non. Bah non, dans ce cas-là, c'est saisie de 500 rapports en 2 mois, appel de 400 clients, voilà, des choses très concrètes. Et en dernier lieu, une colonne sur les compétences. Donc vraiment ce que tu sais faire. Et
je sais que tu vas me reposer la question sur mais si on n'a pas forcément les compétences, parce qu'on les a pas encore acquises, mais néanmoins, essayer de les viser, d'avoir eu des outils, mais ça, c'est hyper important. Je recommande d'avoir des blocs. Ça peut être 2 blocs à chaque fois de 3 compétences. Par exemple, si tu as un profil qui est spécialisé, alors moi, je vais rester sur mes métiers, hein, parce que je les connais, les autres, je les connais moins, mais sur l'acquisition de trafic en ligne. Donc, tu vas avoir compétence 1, Google Ads, compétence 2, les social ads sur Facebook, Insta, compétence 3, tout ce qui est affiliation. Et à chaque fois, essayer de mettre un nombre d'étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles, 5 étoiles, pour qu'on voit vraiment tes forces. Et ça, moi, c'est vraiment le bloc sur lequel je pense que je me repose le plus après avoir lu l'intitulé du poste qu'on vise. Il veut faire quoi? C'est quoi ses compétences? OK. Déjà, là, je suis repérée. Alors que sinon, c'est compliqué. Dans cette colonne-là, tu peux également mettre les langues, puisque c'est aussi ce que tu sais faire, les outils que tu maîtrises, et puis tes loisirs, en étant concret et pertinent avec des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais il est pas forcément. Il y a beaucoup de personnes aussi dans la rubrique langue qui mettent par exemple espagnol. En fait, c'est les cours d'espagnol au collège, lycée. Mais alors que c'est pas très utile. On est par exemple quelqu'un qui postule en France, il va pas parler espagnol. Donc, est-ce que tu recommandes d'enlever certaines langues qui sont pas utiles, par exemple? Oui, moi je pense qu'il faut seulement noter les langues sur lesquelles tu as un niveau au moins professionnel. Donc mettre si tu es d'origine française, ça sert à rien de mettre français, parce que des fois je vois français natif. Bon, on se doute que si tu as grandi en France, fait ses études en France, ça va aller. Mais mettre uniquement anglais, soit niveau. Donc nous, les niveaux qu'on a, c'est scolaire. Scolaire, je recommande pas de le mettre dans un CV, tu vois, par exemple. Après, c'est professionnel, donc tu te débrouilles sur ton métier, tu peux échanger. Ensuite, c'est courant. Donc vraiment hyper à l'aise, tant à l'écrit qu'à l'oral. Après, il y a bilingue. Donc ça, bilingue, c'est quand même assez rare. C'est les gens qui ont en général vécu dans les pays ou qui vivent à la maison avec des natifs d'autres langues, ou natifs si toi, tu es d'une autre origine et que c'est ta langue maternelle. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre sur un CV que les langues où tu es en niveau pro, courant, bilingue ou natif. Ouais. Et alors, du coup aussi, on va juste poser la dernière question avant de passer à la dernière étape. Alors, la dernière question, c'est est-ce que tu penses que la rubrique résumé est importante? Parce que tout à l'heure, tu as parlé du titre. Tu m'as dit effectivement qu'il faut mettre un titre, et ça c'est très, très important, parce que quand on passe aussi peu de temps sur un CV, forcément, il faut vraiment qu'il y ait des mots impactants. Donc, est-ce que tu recommandes, toujours aux jeunes diplômés ou des personnes qui postulent pour un premier CDI, de mettre une rubrique résumée où ils expliquent vraiment pourquoi ils candidatent, ou ça va juste surcharger le CV? Moi, je suis pour la fameuse phrase d'intro dont je te parlais tout à l'heure, qui est la phrase qui va résumer ce que tu recherches de façon très concrète. Donc, je ne suis pas pour résumer le CV, parce que le CV, pour moi, c'est déjà un résumé de ton parcours qui tient en une page. Ce n'est pas toujours facile à faire. En revanche, une phrase d'impact à côté du titre du job sur lequel tu postules. Donc, tout à l'heure, j'ai pris un exemple. Là, je peux en reprendre un deuxième. Je cherche un poste de traffic manager au sein d'un grand groupe international dans le secteur du service. Voilà. Moi, j'encourage ça, en tout cas dans nos métiers du marketing digital, pour aller droit au but, mais pas plus que ça. Voilà, et surtout ne pas, après, je ne sais pas ce que tu en penses, mais souvent dans la rubrique résumé, il y en a beaucoup qui disent je suis rigoureux, ambitieux et déterminé. Point. Oui. Du coup, je ne sais pas ce que. Voilà, non. Voilà, il faut pas. Non. Ouais. D'ailleurs, souvent, moi, j'invite les candidats à supprimer tout ce qui est soft skills de leur CV. Souvent, ils aiment bien mettre ça sous forme de nuage de tag. Alors là, tu retrouves, ça me fait rire, parce que je l'ai fait. Donc, mais tu sais, tu te jettes un peu des fleurs. Donc oui, ambitieux, rigoureux, sociable, esprit d'équipe. Et tu en as 10 qui se baladent comme ça. Et je leur dis non, mais les gars, franchement, supprimez. Ça s'évalue vraiment en entretien. Le CV ne sert à rien là-dessus. Faites de la place. Vraiment là, on doit voir ce que vous cherchez, quelles sont vos compétences, vos résultats les plus concrets, et après on verra en entretien comment vous êtes. Mais je suis pas trop pour mettre les soft skills sur le CV. Ouais, parce qu'en fait, ils savent que les savoir-être, c'est très important en entretien. Donc ils se disent, il faut que je le montre par mon CV. Et c'est ça qui est compliqué. Mais ouais, mais dans ce cas-là, tu as d'autres façons de le faire, et j'ai vu des candidats qui le font de manière super intelligente, c'est-à-dire qu'ils vont par exemple avoir une vidéo sur YouTube, où en plus c'est super facile à créer, hein. Enfin, tu as juste ton compte Gmail, tu te crées
Donc, une petite vidéo qui dure 30 secondes où là, tu t'exprimes face à la caméra. Bon, c'est pas facile, hein. C'est facile à réaliser techniquement, mais il faut avoir l'aplomb de le faire. Mais tu peux mettre sur ton CV, découvrez-moi en vidéo avec un lien cliquable, donc depuis le PDF ou peu importe, qui renvoie vers cette vidéo. Franchement, j'ai vu des candidats, ils m'ont bluffé et ils te donnaient vraiment envie de les rencontrer. Et je pense que pour les jeunes diplômés, c'est quelque chose qui peut vraiment, vraiment bien marcher. Exactement. Parce que Ouais. ça montre tout le potentiel, l'envie, l'originalité. Donc, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent et convaincant que de mettre toutes ces qualités en noir sur blanc en texte. Complètement, mais ça dépend de la vidéo aussi, hein. Voilà, il Bah faut oui, bien faire sûr. attention à voilà, il faut faire très attention aussi à la vidéo. Mais Oui. d'ailleurs, c'est bien que tu parles de ça. Tu penses, en fait, j'ai parlé à beaucoup de personnes en recherche de postes, énormément. Il y en a plein qui essaient de faire en sorte que leur CV buzz sur LinkedIn. Oui. Limite, Ouais. voilà, il y en a certains, ils font des CV type Orange is the New Black ou bien un CV cinéma, etc. Est-ce que tu recommandes ce type de CV pour un poste en web marketing? Pourquoi pas? Moi, je trouve que prendre l'initiative d'essayer de se démarquer, de faire quelque chose d'audacieux, d'avoir le courage de le faire, d'assumer ça en public, et ça montre de la détermination, ça montre qu'on a envie, ça montre qu'on se donne les moyens. Donc, après, il faut que la réalisation, elle soit pas trop, voilà, elle dégrade pas non plus les choses. Mais oui, franchement, j'encourage ce genre d'initiative parce que je trouve que ouais, ça monte la motivation, et je trouve qu'aujourd'hui, les managers, ils sont quand même sensibles à ça. Mais voilà, faut pas que ça soit non plus trop différent. Oui, parce que j'étais tombée un jour sur un candidat qui recherchait une alternance en web marketing. Et en fait, il faisait tout pour essayer de se démarquer. Et en fait, ce qu'il a fait, il s'est fait passer pour un livreur de café, il me semble. Il a fait un CV café. Donc, il allait sonner, il allait taper à la porte des entreprises. Après, il a dit, voilà, c'est pour une livraison de café. Et il y avait son CV Ah, café, en fait, le packaging. C'est d'accord, original. Après, ouais. je sais pas ce que t'en penses vraiment parce qu'ils font beaucoup d'efforts, mais la question c'est est-ce que c'est des efforts utiles? C'est ça. Bah, si c'est pour un poste en sales, donc en vente, où il faudra faire du porte-à-porte ou du démarchage, de la prospection, pourquoi pas? Franchement, ça fait sens. Si c'est pour être sur un poste d'analyste sur Excel, j'ai du mal à croire que ce soit hyper rentable. Donc, ça dépend du job, mais je pense que après, il faut pas non plus que, enfin, je vois des fois des vidéos sur LinkedIn de candidats qui font quasiment des scénarios, et franchement, ça buzz vachement et ils ont plein de propositions, en tout cas d'entretien, hein. Je ne sais pas si ça débouche après sur des jobs, mais j'ai l'impression que ça marche bien pour eux. Mais quand on se lance dans un format un peu atypique comme ça, faut vraiment, je pense, bien le peaufiner quand même, parce qu'après aussi, ça nous suit, hein. Avec le digital, les choses restent marquées. Donc, il Mmh, faut pas qu'après on en ait honte, tout simplement. Mais bah oui, franchement, j'ai quand même tendance à valoriser ce genre d'initiative. Je trouve ça bien et je trouve ça courageux. d'accord. Bah, maintenant, on va passer à la dernière partie. Donc la dernière partie, donc c'est donc on a une personne, un candidat, enfin que je sais pas s'il est là ce soir ou pas, donc qui s'appelle Théo. Je sais pas si on voit bien le Ouais. CV de Théo. Voilà, donc j'espère que tout le monde arrive à bien le voir. Donc en fait, Théo, donc alors moi je le vois pas, hein. Par contre, Ah, je suis en train d'essayer de le lire, mais j'y arrive pas. Je vais l'ouvrir sur mon ordinateur. Voilà, donc son test, c'est que tout le monde arrive à le voir. Donc Théo, en fait, c'est une personne qui nous a contacté par la page Instagram King-Pact et qui recherche donc un stage de fin d'études à partir de septembre 2022. Donc oui. voilà les postes qu'ils recherchent, brand content manager, community manager, rédacteur web. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on va laisser Sandra donc en action. C'est la phase de présélection pendant, pendant 17 secondes, du coup, pas 8 secondes, où elle va Oui. analyser son CV et elle va nous dire ce qu'elle en pense. Voilà. D'accord. OK. Eh ben, Théo, si tu nous écoutes, déjà bonjour et merci de te prêter au jeu. Écoute, globalement, déjà, je trouve que son CV, il est lisible, hein. Il tient sur une page, il est structuré. Pour moi, ça fait sérieux comme CV. Donc,
je trouve que c'est un CV qui, bien entendu, il y a des optimisations qu'on va pouvoir faire, mais je trouve que c'est un CV très correct pour un jeune diplômé. Alors, les bons points aussi, sa photo, c'est une photo qui est professionnelle, il est souriant, donc pour moi, c'est un bon point. Ses coordonnées, j'imagine que c'est peut-être vous qui avez caché son téléphone? Ah ben, non, il a pas mis son téléphone, en fait. Ah bon, bah Non, alors il l'a pas mis. ça, c'est un Ouais. gros souci du coup, parce qu'en Ah général, oui. on contacte les candidats Ah par bah téléphone. Théo, Donc oui, Théo, il Théo, faut faut que tu pas mettes, oublier le numéro de téléphone. Sinon, comment voilà. veux-tu que les recruteurs te joignent, du coup? Oui, voilà, parce qu'on a les emails, mais souvent les emails, des fois, on n'est jamais sûr que ça arrive bien dans la boîte aux lettres, en boîte de réception. Ça peut arriver en spam, donc on fait pas hyper confiance. Donc le téléphone, c'est un must. Il a bien mis où est-ce qu'il habitait. En revanche, il a pas mis où est-ce qu'il était mobile. Est-ce qu'il recherche uniquement sur la région lyonnaise, parce que je vois qu'il est dans le 69, ou est-ce qu'il est mobile sur toute la France? Ça peut être un vrai plus que d'ajouter, si tu es mobile que sur la ville de Lyon, sur la région Rhône-Alpes ou sur la France entière. Donc ça, c'est quelque chose que j'ajouterais. Le lien vers le profil Facebook, c'est top. En revanche, je le rendrais vraiment cliquable parce que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien aller voir les pages LinkedIn aussi. Et donc là, je sais qu'il va falloir que je fasse un copier de son nom pour aller sur LinkedIn, alors que tu as des CV où tu as le lien directement. Donc, j'ai juste à cliquer, j'arrive dessus. Donc, voilà, je pense que ce serait mieux de le mettre comme ça. Sur la partie job qu'il vise, bon, il en a mis 3. Honnêtement, les 3 sont à peu près dans la même thématique, donc moi, ça me choque pas du tout. C'est très clair, il recherche une expérience. Alors, enfin non, c'est pas très clair au final. J'ai compris qu'il était en fin d'études, mais je sais pas s'il recherche un CDI. Je pense que si, parce qu'il dit une expérience de fin d'études. Est-ce que c'est un stage? Je sais pas. Donc ça, je pense qu'il faut être beaucoup plus clair. Je recherche un CDI, je recherche un stage, je recherche une alternance à partir de septembre 2022. Donc les métiers, c'est clair. Son profil, donc ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, la fameuse phrase de résumé. Pour moi, c'est trop long, personnellement. Étudiant en marketing digital, bah oui, mais ça, Théo, je le sais parce que je le vois en bas que tu es en master. Je développe des compétences dans l'animation, le développement des réseaux sociaux. Bah oui, en même temps, c'est les jobs que tu cibles. Donc pour moi, c'est de la répétition. Je mets ma créativité au service des entreprises. Bah oui, c'est le propre de ces métiers-là. Je suis passionnée d'aéronautique, de voitures et de voyage. Tu l'as mis dans ces centres d'intérêt. Donc pour moi, perso, ça n'a pas d'intérêt que de rajouter ces éléments-là. Je mettrais plutôt, comme je l'ai dit tout à l'heure, une phrase beaucoup plus directe. Donc, je recherche un stage dans une boîte, un grand compte ou une petite boîte, dans quelle région, sur un poste de community manager, enfin vraiment lié à ce qui est au-dessus, avec peut-être des enjeux que je souhaite travailler, mais vraiment qui correspondent au job que je vais viser. Mais je ne reprendrai pas un résumé du CV qui est déjà un résumé. Voilà, sur la description des expériences de Théo, bah, c'est bien parce qu'on a les logos, on a les entreprises. Tu vois, typiquement, la Haut Poids, ça fait partie des entreprises que moi, personnellement, je ne connais pas, contrairement à EDF, bien sûr. Donc, je pense que ça vaudrait le coup de mettre, si c'est, tu vois, start-up de 10 personnes spécialisées dans, je sais pas, les balances, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc qui m'évitera d'aller regarder ce dans quoi il a travaillé avant. Voilà. Sur la description des expériences, ça va. C'est pas. Il y a des choses qui sont bien parce qu'il a mis construction, site internet, écriture de 191 fiches techniques via Excel, puis WordPress, donc c'est quand même assez concret. Création d'un film d'animation, donc OK. Sur la partie académique, pour moi, c'est trop. Mais bon, encore une fois, je suis pas forcément la mieux placée pour parler des tout jeunes diplômés. Donc, mais moi, je pense qu'il en met beaucoup trop parce qu'on va pas aller lire tout ça. On se doute bien en fait, ça nous suffit de voir un master marketing digital dans cette école qui est une bonne école. Honnêtement, en plus de voir après son expérience à l'étranger. Donc moi, vraiment, je supprimerai les 4 lignes en dessous. Ça déchargera le CV. Et sur la partie compétences, sur le côté, pour moi, c'est pas assez lisible. Je reprendrai ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, tu vois, qualité rédactionnelle, rédaction de synthèse, ouais, c'est un peu redondant. Réseaux sociaux professionnels, LinkedIn, Suite Office. Alors, Suite Office, aujourd'hui, on ne le met plus sur les CV. Tout le monde est supposé connaître bien ces outils-là.
Je mettrais vraiment des compétences, par exemple, content management ou rédaction de contenu 3 étoiles, community management 4 étoiles, social ads sur LinkedIn ou LinkedIn ads 3 étoiles. Enfin, je connais pas son niveau. Après, il a mis des outils de création, donc création graphique 4 étoiles. Voilà, ce genre de choses. Bien sortir les outils. Il a mis le fameux le savoir-être dont on parlait tout à l'heure. Bon, moi, je recommande pas parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on verra plus en entretien. La partie des langues, très bien. Il a mis l'anglais professionnel, son TOEFL, donc c'est nickel. Et sur les centres d'intérêt, c'est un peu long à lire. C'est bien parce que c'est très concret. Ça, j'apprécie. Et il a vraiment fait l'effort de mettre des choses où on sent que c'est vraiment des choses qui l'intéressent et il a mis des choses concrètes, mais c'est un peu long. Encore une fois, avec nos 10 secondes pour lire le CV, je suis pas sûre qu'on arrive à tout lire. Voilà pour mon feedback par rapport au CV de Théo. D'accord. Donc en termes, sinon, par exemple, tu trouves pas qu'il manque, par exemple, des puces, quelques puces à mettre pour que ça soit un peu plus lisible? Ouais, sur la Et partie expérience, oui, de mettre des bullet points, vraiment, ouais. d'accord. Ben, alors voilà, donc là on voit, c'est bien parce qu'on voit un peu ce que tu penses en 17 secondes. Et ça a été expliqué en plusieurs minutes. Donc, et Mm. du coup, alors, tiens, est-ce que Théo, du coup, passe la barre du screening ou pas? Bah, après, ça dépendra de ce que je recherche pour mon client. Moi, je pense que Théo, comme Voilà, c'est ça, ça. il a l'air d'être quelqu'un d'être sérieux. J'aime beaucoup la façon dont il met en avant ses centres d'intérêt. Je pense que c'est quelqu'un de curieux, d'assez passionné. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui vaut d'être connu et rencontré. Après, je ne sais pas enfin, à qui il adresse ça et quels sont les besoins de la personne qui va recevoir. Mais moi, je pense que c'est une candidature intéressante, mais qu'on peut encore l'optimiser. D'accord. Bon, bah, vraiment très bien. Bah là, incroyable. On est vraiment pile à l'heure, 20h15. Donc, assez incroyable. Mais vraiment, donc, vraiment, merci beaucoup, Julia, parce que tu nous as donné beaucoup d'informations très, très intéressantes. Voilà, donc avec Julia, elle nous a quand même parlé pardon, j'ai dit Julia, Sandra, Oui, t'inquiète excuse-moi. pas. Avec Sandra, je sais pas pourquoi j'ai dit Julia, Pas c'est de la souci. fatigue, mais oui, Sandra. Avec Sandra, du coup, Sandra nous a parlé de ses expériences, on a quand même analysé les différentes rubriques à mettre dans le CV, on a corrigé un CV, vous le savez, donc Sandra, sur le site Les Pépites, il y a différentes offres à pourvoir en web marketing. Vous pouvez postuler si vous pensez que vous avez les compétences requises, en tout cas pour ces offres. Et voilà, donc merci beaucoup Sandra. Je ne sais pas si tu as un dernier conseil à donner à tous ces candidats juniors qui nous écoutent, même si on a parlé quand même de beaucoup de choses pendant ce live. Non, bah, merci à toi de m'avoir accueilli ce soir. Bravo pour tout ce que vous faites pour aider les candidats. Je pense que c'est hyper important. Et non, mon dernier conseil, ce serait perdez pas confiance, gardez de la patience. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est rageant quand on répond pas. Essayez d'être plus intelligent que des recruteurs qui vont pas vous répondre en essayant de trouver des solutions peut-être tourner différemment, plus original que d'autres. Perdez pas confiance. Et puis voilà, si jamais vous avez besoin de conseils sur les CV, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un petit message sur LinkedIn et si je peux vous faire un feedback rapide sur votre CV, je le ferai. Bon en tout cas merci beaucoup Sandra. On fera un live la semaine prochaine. Donc cette fois-ci ça va être une thématique différente. Ça va être une personne qui travaille en audit financier qui va nous donner des conseils sur les entretiens en audit financier. Mais vraiment on a eu beaucoup de chance de t'avoir reçu Sandra parce que tu nous as donné tellement d'informations et j'aurais aimé avoir toutes ces informations là à l'époque quand je candidatais aussi il y a plusieurs années. Voilà, je pense que tous les candidats qui tombent sur une recruteuse comme toi ont beaucoup de chance. Voilà, merci beaucoup Sandra. Voilà. Merci à toi, merci à tous et Merci, bonne soirée alors.
Voilà, mais merci à tous. En tout cas, j'ai vu, voilà, il y avait quelques messages et tout, mais pas de questions en particulier. Et du coup, c'était très clair. Et voilà, merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.